Nous nous sommes tellement liés aux Américains que nous sommes incapables de nous engager de manière indépendante avec notre propre région. Et donc, bien que le gouvernement parle de vouloir un équilibre stratégique dans notre région, de vouloir que tout le monde soit en bons termes, et tout cela stratégiquement, c'est impossible si vous avez une puissance montante et une puissance dominante, à moins que les puissances montantes et dominantes n'arrivent à une position de création d'espace stratégique. Ce que je n'exclus pas avec Trump. Mais notre problème est que Trump ne mènera pas une politique étrangère basée sur des valeurs. De toute évidence, il ne le fait pas. Donc nous avons par exemple toutes nos actions, AUKUS, l'intensification du Quad au niveau du sommet. Toutes ces choses montrent que nous avons l'intention d'assurer notre sécurité au-delà de notre région immédiate. Et pourtant, nous parlons comme si c'était là que notre sécurité devrait se trouver. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui je parle avec l'ambassadeur Dr. Geoff Raby. Dr. Raby est un économiste australien qui a été ambassadeur de son pays en Chine de 2007 à 2011. Il dirige actuellement une société de conseil basée à Pékin et il est un ami du professeur Hugh White, le brillant analyste géopolitique australien qui était sur cette chaîne il y a quelques semaines. Dr. Raby a publié en novembre dernier le livre Neutrality, Great Game On, The Contest for Central Asia and Global Supremacy. Aujourd'hui, nous voulons parler à nouveau de l'Asie-Pacifique, de la Chine et du rôle de l'Australie en tant que pièce de ce puzzle. Ambassadeur Raby, bienvenue. Merci, j'étais heureux. C'est un plaisir de vous parler, car vous êtes l'un des praticiens des relations internationales et non des théoriciens. Mais vous théorisez sur les relations internationales afin de travailler réellement sur le terrain avec votre entreprise et auparavant en tant que diplomate. Quelle est votre interprétation de la situation mondiale en 2025 et de sa direction, surtout à la lumière du grand jeu en cours? Quelle est la chose la plus importante à savoir sur les affaires mondiales actuelles? Je pense que la chose la plus importante est que nous avons maintenant, de manière très spectaculaire, évolué vers un monde de relations entre grandes puissances. Et c'est un grand changement par rapport à ce que nous avons connu sous l'administration Biden, et en fait, par rapport à ce que nous avons connu au cours des 50 dernières années. C'est assez clair. Même au cours des dernières semaines, c'est remarquable à observer en temps réel, nous assistons au démantèlement, à la désintégration de l'ordre international dit fondé sur des règles et au retour à un ordre basé sur les grandes puissances et les grandes puissances affirmant leur volonté à travers le système international. Il y a environ 2 ans, j'ai parlé à un avocat international ici qui a souligné que l'expression « ordre international fondé sur des règles » est en quelque sorte un tour de passe-passe des États-Unis pour s'éloigner des idées de droit international. Parce que l'ordre international fondé sur des règles, comme l'a souligné Chas Freeman, n'est défini nulle part. Mais maintenant, nous nous éloignons de ce jargon pour entrer dans un territoire encore plus nouveau. Et ce territoire, selon vous, sera-t-il plus ou moins confiné par, disons, les normes du droit international, les normes internationales du monde? Oui, absolument. Et c'est pourquoi je qualifie l'ordre fondé sur des règles de soi-disant, car différents États le perçoivent de manière assez différente. Il a été dirigé par les États-Unis et a établi les normes pour le système international. Mais je pense qu'il y a eu des éléments clés qui ont été mis de côté maintenant. En particulier, par exemple, la sanctité des frontières et la non-ingérence dans les affaires d'autres pays.
Dans l'ensemble, depuis la Seconde Guerre mondiale, ces choses ont été respectées et suivies davantage comme des normes, bien sûr, que comme des obligations juridiquement contraignantes. Mais il y a d'autres éléments. Vous savez, j'ai été ambassadeur auprès de l'Organisation mondiale du commerce pendant 4 ans. J'ai été très impliqué dans les négociations initiales de l'OMC. Celles-ci étaient largement dirigées par les États-Unis, notamment en créant le mécanisme de règlement des différends, qui était une création institutionnelle unique. Les États-Unis y ont beaucoup investi. Trump 1.0 a mis cela de côté, et Biden n'a rien fait pour le réhabiliter. Ainsi, l'OMC est maintenant une créature bien pâle par rapport à ce que nous avions créé dans les années 1990. C'est un énorme changement dans le système international. Mais plus récemment, je veux dire, comment le président Trump a traité l'Ukraine de manière unilatérale, indiquant sa volonté de concéder des territoires appartenant à l'Ukraine, cherchant des accords miniers pour compenser l'assistance militaire américaine. Ces choses sont faites en dehors de tout cadre de règles. C'est juste un exercice de pouvoir. Et c'est à cela que ressemble, à mon avis, le nouveau monde multipolaire. Pouvez-vous expliquer cela un peu plus? Parce que c'est très intéressant, la question de l'OMC, car l'Organisation mondiale du commerce est le résultat de l'accord précédent du GATT, n'est-ce pas? L'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce? Oui. Et cela en soi est une sorte de création, une création de la guerre froide, ou en fait pré-guerre froide. Cela fait partie de ce qui est sorti de la... Je suis désolé. Oui. La Seconde Guerre mondiale, le rétablissement des règles ou d'un ordre pour faciliter le commerce, surtout parmi les nations occidentales, n'est-ce pas? Parmi la partie non communiste du monde. Et ces règles étaient censées aider cette idée libérale du libre-échange, n'est-ce pas? C'était le nom du jeu. Pouvez-vous expliquer cela un peu plus? Eh bien, regardez, un peu d'histoire aussi. Je veux dire, nous sommes sortis de l'échec du Congrès américain à la fin des années 1940 à ratifier cet aspect des accords de Bretton Woods. Les accords de Bretton Woods ont créé le FMI, la Banque mondiale, et il devait y avoir une organisation internationale du commerce. Mais le Congrès américain n'a pas voulu ratifier cette partie de l'accord de Bretton Woods. Il estimait qu'il y avait trop d'impositions sur la politique intérieure des États-Unis. Cela réduisait trop sa liberté. Ainsi, le GATT était un artifice diplomatique très astucieux, où ce n'était pas un traité en tant que tel. C'était des accords entre États individuels, un à un, pour adhérer à certains engagements qu'ils avaient pris dans leur barème tarifaire. Et c'était très limité dans son champ d'application. Il ne traitait que du commerce de biens, du commerce physique de biens. L'OMC était essentiellement une réalisation des diplomates américains et un triomphe des politiciens américains, des politiciens internationalistes libéraux sur le Congrès américain. Elle a créé une institution autonome avec son propre secrétariat et c'est l'élément clé, un mécanisme de règlement des différends qui avait la capacité d'imposer des coûts aux membres qui ne respectaient pas leurs obligations. Maintenant, les gens font l'erreur avec le mécanisme de règlement des différends et pensent d'une certaine manière qu'il s'agit d'un organe judiciaire. Il l'est, d'une part, mais ce qu'il exige des membres, c'est de rendre leurs pratiques commerciales conformes à leurs obligations. Le mécanisme d'application n'est pas une punition externe en tant que telle. Il légitime d'autres pays à imposer des tarifs aux pays reconnus en infraction à ces obligations, si vous voulez, pour rétablir l'équilibre des accords originaux conclus lors des négociations de l'OMC. Oui, c'est central, car c'est le problème de l'arbitrage des différends dans les relations commerciales internationales. C'est aussi vieux que les relations internationales elles-mêmes, n'est-ce pas? Et avoir un mécanisme pour résoudre concrètement les différends dans les questions commerciales
est important. Et l'OMC était un tel mécanisme. Mais maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont en quelque sorte mis en échec leur propre mécanisme en refusant de nommer un juge à l'organe d'appel. Pouvez-vous expliquer ce détail technique, car il est vraiment crucial? Eh bien, le corps d'appel compte, oh là là, j'oublie exactement le nombre, 8 ou 12 juges, et ils sont nommés par consensus des membres de l'OMC. Mais il doit y avoir un consensus. En fait, tout ce qui se passe à l'OMC est basé sur le consensus. C'est une chose avec laquelle les États-Unis ont toujours eu des problèmes parce qu'un petit État peut bloquer un grand État puissant s'il ne rejoint pas le consensus. Mais cela ne fonctionne pas vraiment de cette manière. Et les États-Unis sont toujours capables d'exercer leur pouvoir comme ils l'ont fait habituellement. Donc, avec le corps d'appel, ce panel de juges examinera un différend. Les participants au différend présenteront leurs arguments. Il y aura une session de jugement. Et ensuite, cet organe autorisera la partie lésée à prendre certaines mesures en termes d'augmentation de leurs tarifs ou d'imposition d'autres restrictions contre le pays reconnu en infraction à ses obligations. Mais cela a introduit dans l'OMC, ce qui la rendait unique parmi tous les autres organismes internationaux, ce que nous appelons le droit écrit, une loi exécutoire, écrite, et quelque chose qui se conformait beaucoup au système juridique américain et à l'approche américaine des questions juridiques, où les choses sont moins faites par précédent et plus par le droit écrit qui est consigné. Maintenant, tout cela était une approche très axée sur les États-Unis, un programme dirigé par les États-Unis. Et c'est la grande tragédie, bien sûr, avec les États-Unis qui s'en sont éloignés sous Trump, qui, comme vous l'avez justement dit, a refusé de nommer un juge d'appel, ou je devrais dire, a refusé de se joindre au consensus pour de nouvelles nominations à l'organe d'appel. Et les membres de l'organe d'appel doivent prendre leur retraite après un certain temps. Donc le nombre de membres de l'organe d'appel a simplement diminué et diminué parce que les États-Unis n'ont pas encore rejoint un consensus pour nommer de nouveaux juges à l'organe d'appel. C'est vraiment intéressant de voir comment les États-Unis traversent ces cycles réguliers de construction de certaines structures pour ensuite être eux-mêmes la boule de démolition qui les détruit. C'est vraiment fascinant, car cela reflète aussi, bien sûr, la manière dont la distribution du pouvoir dans le système international est organisée. D'une part, les pays ont intérêt à rejoindre les États-Unis dans la construction de structures, avec également l'objectif de confiner un peu les États-Unis, comme pour dire, d'accord, nous vous donnons cela, mais en retour, nous connaissons les paramètres dans lesquels vous évoluez. Mais ensuite, la boule de démolition arrive et détruit à nouveau les paramètres. Oui, je veux dire, c'est très difficile d'arriver au point où l'on peut construire une structure avec les États-Unis, étant donné que tout doit être ratifié par le Congrès. Mais si les États-Unis sont dans une période de démonstration de leadership international mondial, c'est possible. Cela peut être fait, comme nous l'avons vu. L'élément clé est que ce n'est pas seulement les États-Unis. Nous avons besoin de ces règles pour contraindre le comportement de toutes les grandes puissances. Et pour la plupart d'entre nous, la plupart des pays du monde, pays moyens ou petits, nous devons avoir une sorte de contrainte sur le comportement des grandes puissances. C'est pourquoi, dans mes remarques d'ouverture, j'ai commencé par le point que nous sommes maintenant de retour dans un monde de relations entre grandes puissances. Cela a été très largement influencé par Trump. Mais on peut dire que même sous Biden et auparavant, bien que les gens utilisent le discours de l'ordre international fondé sur des règles, bien qu'ils utilisent le discours du droit international, en réalité, ils ne s'y conforment pas. Donc la différence maintenant
est que nous avons une administration qui n'utilise pas ces discours hypocrites, mais le jeu était le même avant. Comment voyez-vous cela? Je pense que c'est beaucoup plus nuancé que cela. Et je pense que les États-Unis étaient prêts à restreindre leurs actions de diverses manières, à travers de nombreux accords de désarmement, à travers l'OMC. De nombreuses façons, les États-Unis étaient prêts à se contraindre là où ils le faisaient, afin de construire un système que nous appelons approximativement quelque chose comme un ordre fondé sur des règles, dont bien sûr, ils sont le principal bénéficiaire. Mais c'est aussi la principale puissance. Ils ne sont pas dans le domaine de faire des faveurs aux autres à la légère, à moins que cela ne serve également leurs propres intérêts. Et un ordre plus stable dans ce cadre servait très bien les intérêts des États-Unis. Alors, comment pensez-vous que cela va maintenant impacter la politique globale, disons la stratégie des États-Unis? Parce que pour moi, il semble qu'au moins pendant les 4 dernières années, la stratégie était de mettre une pression maximale sur la Russie, avec cet objectif à long terme de peut-être la démanteler, ou, vous savez, de gagner structurellement sur un pays, un concurrent de pair qui n'était pas encore correctement soumis. Bien que John Mearsheimer et d'autres soutiendront que la Russie n'est toujours pas un concurrent de pair, seule la Chine l'est. Et le réalisme offensif de John Mearsheimer dit en fait que nous devons nous inquiéter de la Chine. Et il est très possible, très probable, que Donald Trump essaie de réduire la guerre en Ukraine, afin de, comme son secrétaire à la Défense l'a effectivement dit, se concentrer sur le Pacifique. Pensez-vous aussi que c'est ce qui se passe? Oui, écoutez, je partage largement l'avis de Mearsheimer à ce sujet. Nous n'avons pas encore beaucoup entendu l'administration Trump sur la Chine, et le tarif de 10% revient à donner une tape sur le poignet de la Chine avec une feuille de laitue mouillée. Nous devons vraiment voir ce qui va suivre. Je ne suis pas sûr qu'il ait une approche et une stratégie aussi claires, réfléchies et séquentielles à ce stade. Il pourrait en avoir une, mais c'est très difficile à voir à ce stade. Il doit traiter l'Ukraine comme un problème politique immédiat. Il a dit qu'il le réglerait en 24 heures. Eh bien, 1 mois plus tard, c'est toujours là. Mais il fait quelque chose pour faire avancer la guerre et peut-être vers une sorte de résolution ou de résolution temporaire. Mais c'est ce que je soutiens dans mon livre. Et essentiellement, la thèse principale de mon livre sur le grand jeu est que ce qui se passe, c'est que la Chine émerge maintenant, ou peut-être a émergé, comme la puissance prééminente en Eurasie. Si vous suivez la vision du monde d'Alfred Mackinder, celui qui contrôle l'île monde, appelée Eurasie, contrôle le monde. L'important à propos de cela est que pour la première fois dans une grande partie de l'histoire chinoise, la Chine est maintenant sécurisée sur le continent eurasien. Elle n'a plus à se soucier, comme elle le faisait autrefois, de la défense des frontières, qui avait été, tout au long de l'histoire de la Chine, le point focal le plus important de la sécurité. Même au XIXe siècle, lorsque la question s'est posée à la cour des Qing de savoir s'il fallait reconquérir le Xinjiang, qui avait été pris par un dirigeant gouvernemental islamique et transformé en une entité séparée, le Khanat de Kashgaria, ils ont dû décider s'ils devaient le reprendre. Cela a été considéré comme central pour la sécurité des frontières. Ou devaient-ils consacrer leurs ressources limitées? Rappelons que les Qing étaient beaucoup plus faibles à cette époque, à repousser les Européens des zones côtières de la Chine, où ils avaient progressé après les 2 guerres de l'opium. À la cour, il a été décidé en faveur de la reconquête du Xinjiang. Ils ont fait cela parce que leur vision de leur sécurité était résumée dans la phrase « Où va le Xinjiang ?» Là va la Mongolie.
Où va la Mongolie? Là va Pékin. C'était donc presque comme une théorie des dominos de la guerre froide, selon laquelle si vous perdiez un peu de votre frontière, cela se répercuterait sur d'autres parties de la frontière. Et finalement, Pékin était vulnérable et a perdu. C'est donc très significatif. Vous devez réfléchir à cela et le considérer du point de vue de la façon dont la Chine perçoit sa sécurité. Ayant établi sa prééminence sur l'Eurasie, comme je le soutiens dans mon livre, et ce processus qui est en cours depuis 20 ans de l'ascension de la Chine en Eurasie a été accéléré par l'épuisement de la Russie à travers son invasion de l'Ukraine. La Chine est maintenant libre de projeter sa puissance à l'échelle mondiale. Et cela est très analogue à ce qui s'est passé avec les États-Unis à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Une fois que les États-Unis avaient consolidé leur territoire en tant qu'États-Unis d'Amérique, traité la présence espagnole à leurs frontières, puis établi une hégémonie sur l'hémisphère occidental au début du XXe siècle, les États-Unis ont alors commencé à projeter leur puissance à l'échelle mondiale. D'abord, ils ont colonisé Hawaï, puis ils ont colonisé les Philippines, la Chine étant vraiment l'objectif ultime de cette expansion à travers le Pacifique. Je pense qu'il est très clair de voir cela se produire dans le cas de la Chine. Vous pouvez voir la croissance de la puissance navale chinoise comme un reflet des problèmes de sécurité croissants à Pékin, avec sa capacité à défendre ses frontières. Maintenant, pour revenir à votre autre point, assistons-nous à une sorte de Kissinger inversé ou de Nixon inversé, avec les États-Unis se rapprochant de la Russie, si vous voulez, afin de repousser la Chine. C'est une possibilité. Et j'en ai effectivement parlé dans mon livre. En fait, à l'époque, avant l'élection de Trump, je pensais que c'était une grande décision parce que leurs intérêts semblaient être fondamentalement opposés. Mais Trump a mis de côté beaucoup de choses pour rétablir une relation avec Poutine et pour ramener Poutine du froid. Donc, c'est une réelle possibilité et cela pourrait être la stratégie sous-jacente. La chose clé est cependant à quoi les États-Unis doivent répondre. Et le monde occidental dirigé par les États-Unis est que la Chine devient maintenant une puissance capable de projeter son pouvoir à l'échelle mondiale. C'est très intéressant et je pense qu'il y a deux questions fondamentales ici. Je ne pense pas que nous puissions y répondre. Mais l'une d'elles est pour moi, parce que John fait aussi cet argument, n'est-ce pas? Il y a eu ce débat entre lui et Jeffrey Sachs. Et Jeffrey Sachs, bien qu'il soit d'accord avec l'analyse, n'est pas d'accord avec les prescriptions. La différence clé est que Jeffrey Sachs dit que prescrire cela, en raison de ce que vous venez d'exposer, comment la Chine s'est sécurisée et devient maintenant une puissance navale du Pacifique. Dire que la Chine commencera à projeter sa puissance à l'échelle mondiale et ira dans le Pacifique pour s'étendre signifie appliquer un schéma de pensée intrinsèquement européen ou américain aux Chinois, pour lequel nous n'avons aucun précédent, supposant que c'est ainsi que la Chine réagirait. Bien que je ne sois pas sûr de cela. Y a-t-il des précédents où nous voyons que la Chine a essayé d'aller bien au-delà de ce qu'elle perçoit comme ses frontières immédiates, afin de jouer le jeu anglo-saxon européen de la domination mondiale, ou non? C'est la clé, n'est-ce pas? Eh bien, il s'agit aussi de ce que nous entendons par projection de puissance. Quel est l'objectif de la Chine ici? Maintenant, aujourd'hui, alors que nous parlons, il y a un débat furieux, une discussion en cours en Australie, parce qu'il y a 3 navires de guerre chinois qui mènent des exercices de tir réels dans la mer de Tasmanie entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ils le font dans les eaux internationales. Ils ont légalement le droit de faire ce qu'ils font. Mais l'idée qu'il y ait 3 navires de guerre chinois aussi loin au sud, au large de la côte australienne et entre la Nouvelle-Zélande, horrifie les gens ici. Et je regarde ça et je pense oui,
Eh bien, s'ils lisaient mon livre, ils seraient surpris de ce qui se passe. Mais cela signifie-t-il que la Chine va devenir une puissance hégémonique? Je pense que la réponse est que nous ne savons pas. Mais il se peut, et c'est vraiment mon point de vue, que ce que la Chine cherche à réaliser tout le temps est un monde qui soit accommodant et sûr pour le Parti communiste chinois. C'est très différent du modèle impérial colonialiste dont vous parlez. Et c'est le modèle impérial colonialiste qui a historiquement mis la Chine et la Russie en conflit. Parce que les tsars, puis l'Union soviétique, ont toujours voulu avoir des colonies en Asie centrale. C'est ainsi qu'ils tiraient leur sécurité. Historiquement, la Chine a tiré sa sécurité en ayant des États tributaires. Les gens comprennent mal la notion d'État tributaire en Chine. Ce n'est pas un mécanisme de transfert de richesses ou de ressources vers la Chine, mais plutôt le processus, l'acte de montrer la supériorité de l'empereur qui compte. Et ce qui est intéressant, c'est que de nombreux envoyés à la cour de Pékin qui apportaient un tribut rentraient chez eux avec des cadeaux bien plus précieux que ceux qu'ils avaient offerts, car l'empereur ne pouvait pas perdre la face. L'empereur devait être vu comme capable de donner quelque chose de bien plus précieux que ce qu'il avait reçu. Sinon, cela reflèterait mal sur lui. Et tout cela concerne le Fils du ciel présidant le royaume du milieu et cherchant à légitimer son règne en montrant sa stature, son statut, sa magnanimité et tout cela. En ce qui concerne l'expansion coloniale, nous devons être très prudents avec la Chine car la dynastie Qing était terriblement expansionniste. Et la dynastie Qing a commis un génocide contre les Dzungars, un peuple mongol dans la partie occidentale de la Mongolie, la partie nord du Xinjiang. À un moment donné, l'empire Qing s'étendait sur la moitié du Kazakhstan, tout le Xinjiang, le Tibet, bien sûr, toute la Mongolie, et une grande partie de ce qui est maintenant l'extrême-orient russe. Et donc, si vous regardez les cartes de Taïwan, par exemple, elles montrent les frontières de la Chine comme incluant tout ce territoire, bien plus expansionniste que ce que le Parti communiste a. Mais, je veux dire le point qu'il y a eu des périodes d'expansion coloniale par les empires chinois, mais l'empire Qing était, si vous voulez, non Han-chinois, mais il était mandchou. Et ce sont essentiellement des Mongols, et ils sont expansionnistes. Et il y a un argument selon lequel les Han n'ont peut-être jamais été expansionnistes, mais certainement les Qing l'étaient. Donc c'est une question très complexe. Et je veux dire, Kissinger en parle dans son livre sur la Chine. Et cela m'a fait réfléchir dans ce sens, il y a de nombreuses années, que vous ne pouvez pas baser la sécurité sur des présomptions sur la façon dont un autre État se comportera. Mais la Chine, vous savez, vous pouvez penser les pires choses sur la Chine que vous souhaitez à propos des motivations du Parti communiste. Mais comme je l'ai dit dans mon livre précédent, la grande stratégie de la Chine est une superpuissance contrainte. Elle est contrainte par ses frontières. Elle est contrainte par des territoires non résolus à l'intérieur de ses frontières. Le Xinjiang, le Tibet, Taïwan et maintenant Hong Kong. Mais plus que tout, contrairement aux États-Unis par exemple, elle est contrainte par le fait qu'elle est totalement dépendante des marchés mondiaux pour tout ce dont elle a besoin pour survivre. Et ils ne vont pas venir occuper de vastes zones de l'Australie parce qu'ils veulent notre minerai de fer. C'est beaucoup moins cher et plus facile de l'acheter simplement sur le marché comme ils l'ont fait pendant des décennies. Oui. Vous savez, les Japonais ont commis cette erreur fondamentale en pensant qu'ils devaient avoir un contrôle direct sur les territoires étrangers pour survivre. Si vous lisez les documents des années 1920 et 1930, l'argument était que le Japon n'avait pas le choix. Sur cette petite île, avec 60 millions de personnes,
Il n'y avait aucun moyen qu'en l'an 2000, 100 millions puissent y vivre. C'était impossible. Tout le monde mourrait de faim. Tout le monde mourrait. Ils croyaient qu'ils devaient envoyer des gens à l'étranger, obtenir des ressources et conquérir. Et c'était un argument sérieux. L'erreur était de ne pas réaliser que vous pouvez obtenir tout cela par le commerce. Et finalement, vous avez 120 millions de personnes vivant sur l'île de manière prospère et heureuse, parce que vous obtenez tout par le commerce. Et vous n'avez pas besoin de conquérir les autres. Donc, en un sens, la Chine est devenue ce qu'elle est aujourd'hui en suivant une stratégie non de conquête, mais de commerce. Un commerce mutuellement bénéfique. En fait, et a sorti 800 millions de personnes de la pauvreté, n'est-ce pas? Donc cette expérience doit aussi façonner une psyché nationale de ce qui est réalisable dans le cadre de ce qui existe déjà. Absolument. Et revenons ensuite à notre discussion initiale sur l'OMC. Intégrer la Chine à l'OMC a été une chose fondamentalement importante pour orienter cette psychologie dans cette direction. Je ne suis pas sûr que la Chine ait historiquement eu une vision comme celle des Japonais, en partie parce qu'elle possédait déjà tant de territoires. C'est un continent si immense. Mais certainement, la Chine a très bien appris au cours des 25 dernières années qu'elle peut acquérir toutes les ressources et tout ce dont elle a besoin pour sa prospérité grâce au commerce et au marché ouvert. D'où l'importance, vraiment, pour la paix et la sécurité de l'avenir, que l'OMC fonctionne et que les règles du système commercial puissent s'appliquer et s'adapter aux puissances montantes comme la Chine. Alors, comment éviter de tomber dans un conflit violent entre les puissances du Pacifique, la Chine, le Japon et surtout les États-Unis, qui contrôlent encore ou sont encore le leader dans le Pacifique à bien des égards, en raison de mauvaises perceptions de ce que fait l'autre. J'admire des personnes comme John Mearsheimer, vraiment. Mais je pense fondamentalement que si nous suivons son conseil de confronter la Chine de front, alors nous allons tomber dans ce piège, parce que nous allons créer une prophétie autoréalisatrice dans laquelle la croyance en une guerre future va créer une guerre future. Comment éviter cela? Surtout quand nous avons cette bonne chance que la Chine essaiera effectivement de façonner l'ordre, mais pas de le conquérir. Je suis beaucoup plus optimiste que Mearsheimer. Je pense que le problème de Mearsheimer est qu'il est américain. Je ne le suis pas, n'est-ce pas? Et tout d'abord, je veux dire fondamentalement sa prémisse. Toute son analyse est basée sur le piège de Thucydide et tout tourne autour de la manière dont les États-Unis maintiennent leur primauté. Mais il y a de nombreux exemples historiques où les grandes puissances se sont accommodées les unes des autres et ont créé de l'espace. Et j'ai un exemple vraiment intéressant dans mon livre. Il y a un chapitre sur le grand jeu original entre la Grande-Bretagne et la Russie, qui commence dans les années 1840. Cela va jusqu'en 1907. Donc c'est près de 70 ans où les avant-gardistes britanniques, comme on les appelait, stratèges à Londres, journalistes, personnes de think tank, ministres du gouvernement, étaient tous convaincus que la Russie impériale, avait des visées sur la Grande-Bretagne, des visées sur l'Inde britannique, et qu'ils allaient, d'une manière ou d'une autre, s'étendre à travers l'Asie centrale et prendre l'Inde à la Grande-Bretagne. Et cela a justifié les interventions militaires et justifié la compétition, bien que ce soit un grand jeu à travers l'Asie centrale. En fait, il n'y a aucune preuve que la cour de Saint-Pétersbourg ait jamais envisagé de prendre ou d'envahir l'Inde. Et si vous avez déjà voyagé à travers les cols vertigineux de ces montagnes, l'Himalaya, les Pamirs, l'Hindu Kuch, vous savez qu'une invasion de la Russie était totalement hors de question. Mais cela n'a pas arrêté les avant-gardistes britanniques et n'a pas arrêté la politique agressive.
Cela a également conduit, à la toute fin de la période, à une terrible invasion du Tibet par Young Husband, l'un des généraux britanniques d'Inde. Mais ensuite, en 1907, la Grande-Bretagne et la Russie ont signé un traité, et tout est terminé. Cela se termine d'un coup. Et pourquoi? Eh bien, en partie, parce que la Russie avait été vaincue par le Japon lors de la guerre russo-japonaise de 1904. Mais le meilleur augmente est la montée de l'Allemagne. Et soudain, il y avait une autre puissance montante qui menaçait à la fois la puissance dominante, la Grande-Bretagne, et la Russie, qui était également une puissance montante à l'époque. Ainsi, la Grande-Bretagne et la Russie ont décidé de se donner mutuellement de l'espace stratégique. Et la Grande-Bretagne n'a plus contesté l'expansion de la Russie à travers l'Eurasie. Et le tsar a convaincu les Britanniques qu'ils n'avaient aucune intention sur l'Inde britannique. Ainsi, ces deux grandes puissances se sont accommodées l'une de l'autre. Et je ne vois aucune raison pour laquelle cela ne pourrait pas se reproduire. Et Mearsheimer a un autre concept, qui est celui des ordres limités, qu'il ne développe pas vraiment en termes de politique pratique, mais que je développe dans mon livre, un ordre limité autour de l'Occident dirigé par les États-Unis et un ordre limité autour de la Chine. Et ce qui sous-tend particulièrement l'ordre chinois, ce sont des flux massifs de commerce et d'investissement. Mais ils ont également construit des institutions pour lui donner cohérence, structure et valeurs partagées. Et ce sont des institutions comme l'Organisation de coopération de Shanghai, les BRICS ou la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Cela continue encore et encore. Et c'est un acte très délibéré, je pense, de la part de Pékin pour maintenir proche d'elle les pays qui partagent essentiellement les valeurs et la vision du monde de Pékin, en contraste avec les États-Unis. Donc je pense que le conflit, tel que Mearsheimer le présente comme une inévitabilité, ne survient que si vous insistez pour maintenir la primauté des États-Unis. Et voici pourquoi je me sens un peu plus à l'aise avec Trump. Je ne pense pas que Trump comprenne l'exceptionnalisme américain. Et si vous avez une vision de la politique étrangère basée sur l'exceptionnalisme américain, vous devez maintenir la primauté des États-Unis. C'est une conséquence logique. Mais si l'exceptionnalisme n'est pas votre objectif politique, si vous ne vous en souciez même pas, si vous ne savez même pas ce que c'est, la primauté devient largement hors de propos. Et là, je pense qu'il y a une possibilité d'accommodement entre la Chine et la Russie, la Chine et les États-Unis. Oui. Ou simplement, l'idée que l'exceptionnalisme est exceptionnel à l'intérieur, pas à l'extérieur, n'est-ce pas? Vous ne voudriez pas remodeler tout le monde à votre image, car cela ne vous rendrait plus exceptionnel, n'est-ce pas? Donc vous maintenez ce que vous avez. Et en un sens, c'est peut-être aussi une autre question, car nous avons tendance à voir ces mouvements comme induits par la structure du système international ou par des forces historiques, etc. Mais nous pourrions sous-estimer simplement le facteur domestique, n'est-ce pas? Et, comme le soulignent souvent les politologues américains, la politique étrangère des États-Unis est bien plus influencée par des considérations domestiques que nous pourrions le penser. Donc, le problème maintenant est que les États-Unis se dégradent intérieurement à cause de choses comme, 40 ou 50 ans de mentalité de libre-échange, par laquelle vous avez vidé votre propre infrastructure domestique et capacité industrielle. Et Donald Trump semble en être très conscient, étant lui-même un constructeur, et pensant que nous devons reconstruire cette capacité. Et nous ne pouvons le faire que si nous changeons cette dépendance à l'égard des peuples étrangers pour produire des choses pour nous, ce qui va à l'encontre de la politique, de l'idéologie ou de l'idée de base de l'OMC, n'est-ce pas? Alors, dans quelle mesure pensez-vous que ce facteur domestique va réellement façonner l'approche des États-Unis envers les autres pays?
Eh bien, je pense qu'il n'y a aucun doute que c'est pourquoi Donald Trump est président, à cause de ses politiques intérieures. Mais qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que les États-Unis, dans l'ensemble, deviennent plus tournés vers l'intérieur et moins engagés dans les affaires mondiales. Cela peut être une chose positive, dans le sens où cela crée l'espace peut-être nécessaire pour parvenir à un accord de partage du pouvoir à l'échelle mondiale maintenant. Oui, exactement. C'est vraiment ce que je dis. Et c'est le genre de conséquences logiques des différents points. Je ne veux tout simplement pas. Je pense que nous devons être prudents pour ne pas exagérer jusqu'où iront ces changements. Car pour que les États-Unis se désengagent de l'économie internationale, cela va imposer des coûts énormes aux États-Unis. Et oui, le libre-échange pendant 40 ans a peut-être vidé de leur substance certaines industries aux États-Unis. Mais il a également contribué à de nouvelles industries et à une nouvelle croissance aux États-Unis. Et je pense que Trump va découvrir qu'il ne semble pas comprendre les tarifs douaniers. Ils sont payés par les Américains, pas par les étrangers. Il va comprendre que les tarifs douaniers imposeront de gros coûts à l'économie américaine. Cela va donc s'orienter vers une direction plus protectionniste et tourner vers l'intérieur pendant un certain temps. Mais un ajustement naturel des marchés, des prix et des coûts commencera à le ramener vers une position plus internationaliste. Je pense que la chose clé, cependant, en revenant à mon point sur la primauté, est de savoir si les États-Unis continueront à insister sur la primauté. Et la primauté elle-même entraîne des coûts énormes. Et c'est l'autre aspect de l'agenda de Trump, se désengager des guerres étrangères. Il dit qu'il est un pacificateur, et c'est possible et crédible tant qu'il ne poursuit pas la primauté. Et je n'ai pas l'impression que cela figure à l'agenda de Trump. Donc, je pense que Trump se désengagera des activités d'occupation militaire internationale étrangère et des choses de manière substantielle. Oui, à ce stade, ce que nous avons appris de sa première présidence, du moins les décisions qu'il a lui-même prises, et non son entourage, et aussi ce que nous voyons jusqu'à présent, c'est qu'il n'hésite pas à menacer et à utiliser le poids des États-Unis économiquement et militairement. Mais jusqu'à présent, à quelques exceptions près, comme l'assassinat de M. Soleimani, il n'a pas vraiment l'habitude d'escalader au point où la guerre devient inévitable. Oui. Je veux dire, il y a aussi l'épisode où il a d'abord accueilli Xi Jinping à Mar-a-Lago et pendant le dîner, il a tiré 12 missiles de croisière sur la Syrie. Et puis à mi-dîner, il a dit à Xi Jinping, « Au fait, je viens de tirer 12 missiles de croisière sur la Syrie. » Donc vous savez, il a fait ces choses. Mais je vois beaucoup de ces choses dans le contexte d'une stratégie de négociation plus large. Oui. Vous montrez un peu de muscle, vous effrayez l'autre adversaire, et ils viennent à la table. Et regardez, je pense que ce qu'il a fait en Europe, ça a l'air horrible. La façon dont il a parlé des partenaires de l'Alliance transatlantique, comment il a parlé de Zelensky. Mais tout le monde s'est immédiatement plié. Zelensky a proposé un accord sur les matières premières, les minéraux critiques. Les Européens se précipitent à Washington en disant qu'ils vont augmenter considérablement leurs dépenses de défense. Juste avec son comportement soutenu par la menace potentielle que les États-Unis s'éloignent ou fassent autre chose, il a déjà obtenu les résultats qu'il voulait. Oui, c'est une stratégie de négociation. Mais c'est un changement. C'est un changement clair par rapport à la façon de faire croire que tout le monde est égal dans l'Alliance, n'est-ce pas? Que l'OTAN, et ainsi de suite, sont des partenaires égaux sur un pied d'égalité et que nous discutons d'égal à égal, et ensuite tout est fait avec le consensus de tout le monde.
ce qui est une stratégie complètement différente, et crée, bien sûr, des perceptions différentes chez le public cible, n'est-ce pas? Et je les appelle ces jours-ci des satellites, ou, vous savez, des puissances de deuxième niveau qui dépendent clairement totalement du Soleil, n'est-ce pas, autour duquel vous tournez. Mais cette nouvelle approche, l'approche du gros bâton, pourrait en fait créer chez les Alliés une dynamique qui, à long terme, pourrait mener au désengagement. Parce que c'est un moyen pour les Alliés de finalement comprendre quelle est leur position réelle dans le système. Oui, écoutez, je pense que cela va créer une sorte de dynamique, absolument. Mais cela va évoluer seulement avec le temps. Et parmi les alliés, il y a des intérêts très, très différents. Oui. Et c'est fascinant de voir à quel point la Pologne s'est engagée dans sa propre défense. Ses dépenses de défense représentent désormais environ 5% du PIB. Parfois, je m'inquiète, et je ne suis pas un stratège militaire, où je me demande plutôt pourquoi la Pologne se sent si menacée. Car si le mieux que la Russie puisse faire est de prendre 20% de l'Ukraine après 3 terribles années de guerre, je ne vois pas que la Russie représente une menace crédible pour la Pologne. C'est le problème de la schizophrénie européenne. Si vous croyez à des idées opposées sur un même sujet, vous finirez par avoir une politique schizophrénique. Oui, eh bien, c'est vrai. La Russie est d'une part la plus grande menace pour l'Europe jamais vue. D'autre part, vous croyez aussi qu'elle est super faible et peut être vaincue sur le champ de bataille avec juste une arme miracle de plus, n'est-ce pas? C'est pourquoi je suis tellement perdu avec les Européens. Ils ne se conforment ni à l'une ni à l'autre, ni à la troisième idée sur le fonctionnement des relations internationales. Mais ils adhèrent à toutes en même temps, et puis boum. Eh bien, ils n'ont pas eu à y faire face jusqu'à présent. Ils ont bénéficié du confort de la sécurité américaine. Ils peuvent avoir tout cela parce qu'ils n'ont pas vraiment à faire de choix difficiles. Maintenant, aujourd'hui, ils doivent le faire. Et la situation a changé de manière spectaculaire, ce qui mène à une autre question, je pense, importante. Que fait l'Europe à propos de la Russie? J'aborde cela à la fin de mon livre, parce que si la Chine est la puissance prééminente de l'Eurasie, alors vous avez un système mondial déséquilibré. Comment équilibrer la Chine dans un monde où les Américains sont essentiellement rentrés chez eux parce qu'ils sont parfaitement en sécurité dans leur hémisphère? La Chine ne représentera jamais une menace systémique pour les États-Unis. Et l'Europe, que fait-elle? Comment équilibre-t-elle la Chine alors? À mon avis, la seule façon pour elle d'équilibrer la Chine est de réeuropéaniser la Russie. La Russie sous Poutine s'est tournée vers l'Est, mais l'Est n'est pas le foyer naturel de la Russie. Il y a de grands conflits et de grandes tensions dans toutes ces relations également. Il y a une véritable tension, malgré l'apparence publique, d'une amitié sans limite, avec suspicion mutuelle, méfiance, et tout ce qui se passe sous la surface entre Moscou et Pékin. Et Poutine ne recule jamais pour s'assurer que Pékin sache qu'il a aussi plus d'options à l'Est que la seule Chine. Par exemple, ses visites à Pyongyang, à Hanoï, sa relation étroite avec Modi, tous des pays qui posent problème à la Chine, disons pour la Chine. Mais la réalité est, je pense, que la place naturelle de la Russie est avec l'Europe. L'Europe doit réeuropéaniser la Russie, la rapprocher d'elle-même afin d'équilibrer la Chine en Eurasie. Et cela devient une mission historique très importante pour les Européens de s'y intéresser et de commencer à réfléchir à cela pour un monde post-Poutine, car Poutine ne sera pas là éternellement. Et quel genre de Russie aurez-vous ensuite? Mais cela ne se produira pas sans effort et un engagement vraiment sérieux envers un tel programme.
D'un autre côté, il y a aussi l'argument en Europe, parmi les penseurs, avec lequel je suis beaucoup d'accord, qu'il est difficile de voir comment la Chine pourrait jamais être une menace pour la sécurité des Européens, bien qu'il y ait des gens qui le pensent. Mais une menace pour la sécurité est peu probable. Peut-être un partenaire commercial inégal qui imposera ses conditions commerciales aux Européens, c'est possible. Mais une menace pour la sécurité est difficile à envisager. Alors, ne serait-il pas dans le meilleur intérêt de l'Europe d'essayer d'être une méga Suisse et de rester neutre dans les futurs différends commerciaux entre les Chinois et les Américains, et peut-être les Chinois et les Russes, si cela arrive, vous savez, et d'être ce terrain neutre de l'autre côté du méga-continent pour peut-être même aider à maintenir un équilibre d'une manière ou d'une autre. Oui, et le seul problème avec cette analyse est ce qui arrive à la Russie. Parce que si la Russie reste, si elle se rapproche de plus en plus de la Chine, alors la Russie peut compter sur beaucoup plus de soutien et d'appui chinois dans tout conflit futur qu'elle pourrait avoir avec l'Europe. Oui, c'est pourquoi il devrait être dans l'intérêt des Européens d'être de bons amis avec les Russes. En fin de compte, je veux dire, c'est tellement intéressant. Ré-européaniser la Russie, les ramener dans le giron. Oui, ou enfin, oui. Je veux dire, c'est du point de vue européen, n'est-ce pas? Du point de vue russe, il s'agit de russifier les Européens, n'est-ce pas? Mais c'est tellement intéressant pour moi de voir ce qui s'est passé entre la Russie et la Chine aussi pendant la guerre froide. Car les deux ont presque failli entrer en guerre l'un contre l'autre à cause de leurs frontières. Et la Chine a encore beaucoup de différends frontaliers, même avec certains de ses partenaires commerciaux les plus importants, notamment l'Inde. Mais les Chinois ont travaillé à créer des mécanismes qui ne reposent pas sur l'arbitrage, mais sur une gestion intelligente des conflits, pour désamorcer avec les Russes sur une période de 20-25 ans et avec les Indiens. Et avec les Russes, je pense qu'à l'heure actuelle, tout est plus ou moins clair. Avec les Indiens, il y a toujours des différends et des tensions. Mais le système est tel que la tension ne mènera pas à une spirale d'escalade. Cela ne signifierait-il pas que même si la Russie et la Chine resteront probablement méfiantes l'une envers l'autre à un certain niveau, elles ont maintenant toutes deux ce modus vivendi pour gérer ces relations. Et c'est ce qui m'est venu à l'esprit lorsque j'ai vu comment la Russie a négocié un accord de sécurité avec la Corée du Nord, incluant effectivement une clause de neutralité, stipulant que si jamais l'un de nous se retrouve en conflit avec une troisième puissance, et qui d'autre, cela pourrait-il être que la Chine? Alors l'autre partie contractante ne fera rien au détriment de l'autre partie contractante, ce qui est essentiellement un accord de neutralité. Oui, écoutez, je veux dire, c'est vrai. Mais je pense qu'ici, la question clé est qu'à mesure que le pouvoir se déplace vers la Chine contre la Russie, la relation de pouvoir devient de plus en plus inégale. Comment la Chine va-t-elle se comporter? Pour le moment, il est dans l'intérêt de la Chine de rejoindre la Russie dans un front uni contre l'Occident. Et il ne fait aucun doute que Xi Jinping et Poutine partagent une attitude commune et amère envers l'Occident. C'est certain. Je ne pense pas que les élites chinoises le fassent de quelque manière que ce soit. Et la Chine est intégrée dans le système international de manière beaucoup plus profonde et complexe que la Russie ne l'a jamais été, ou ne le sera jamais. Mais il y a encore, par exemple, 1 million de kilomètres carrés de territoire chinois en Russie, qui ont été perdus sous les traités inégaux du traité d'Éguin de 1858 et de la Convention de Pékin de 1860. Et les Chinois le savent, en parlent, y pensent. Et juste l'année dernière,
l'année d'avant maintenant, 2023, le ministère chinois responsable des cartes officielles a décrété que toutes les 8 villes en Russie, y compris Vladivostok, seront désormais à l'avenir uniquement désignées par leur nom pré-russe. Ainsi, Vladivostok était un port de pêche avant les territoires perdus en vertu du traité de Pékin en 1860, et il portait le nom de Haishan-wan. Puis il est devenu Vladivostok, ce qui se traduit en anglais par « conquérant de l'Est ». Donc vous savez de quoi parlent les Russes. Mais maintenant, depuis avril 2023, il doit revenir à son nom chinois d'origine de Haishan-wan sur les cartes officielles chinoises. 8 villes. Et la Russie a fait une protestation diplomatique formelle à ce sujet, etc. Mais vous savez, cela revient tout le temps. C'est comme un jeu de taupe. Chaque fois que la direction du Parti communiste chinois veut présenter un front uni, ces problèmes surgissent quelque part. Et oui, je veux dire, en 1969, ils ont mené une guerre chaude durant l'été de cette année-là à propos des îles dans le fleuve Ussuri. Donc je pense pas que ces choses puissent être ignorées. Non. Et Ces deux États sont très conscients de leur histoire et de leur trajectoire historique. Donc, je pense qu'ils savent, tous les deux, que même si en ce moment leur relation est au beau fixe, ce n'est qu'une question de temps avant d'atteindre un nouveau creux. Oui, exactement. Peut-être pouvons-nous utiliser les 5 dernières minutes environ pour parler un peu de l'Australie et du Pacifique, et peut-être aussi de l'Indonésie, qui se trouve dans une situation très inconfortable de sandwich. Le professeur Hugh White a souligné que l'Australie est dans cet état d'insécurité psychologique et adhère donc encore plus à ce dogme de « non, nous devons soutenir les États-Unis, quoi qu'il arrive. Et même si cela signifie aller en guerre, nous devons le faire. » C'est vraiment important. Comment voyez-vous l'approche de l'Australie face à ce monde en mutation? Oui. Eh bien, tout d'abord, l'Australie ira toujours en guerre si l'Amérique va en guerre. Donc ce n'est guère une révélation, vous savez. Vous devez accepter cela comme le paramètre par défaut de la politique de sécurité et de la politique étrangère australienne. Le gros problème pour nous maintenant avec Trump, et cela revient à mes points sur l'exceptionnalisme et la vie privée, c'est que nous nous sommes tellement liés aux Américains au cours de la dernière décennie. Et Hugh a été un critique formidable de tout cela, et à juste titre, que nous sommes incapables de nous engager de manière indépendante avec notre propre région. Et donc, tandis que le gouvernement parle de vouloir un équilibre stratégique dans notre région, de vouloir que tout le monde soit en bons termes, et tout cela, l'équilibre stratégique est impossible si vous avez une puissance ascendante et une puissance dominante, à moins que la puissance ascendante et la puissance dominante n'arrivent à créer un espace stratégique, ce que je n'exclus pas avec Trump. Mais notre problème est que Trump ne poursuivra pas une politique étrangère basée sur les valeurs. De toute évidence, il ne le fera pas. Mais donc, nous avons, par exemple, toutes nos actions, AUKUS, intensifiant le Quad au niveau du sommet. Toutes ces choses montrent que nous avons l'intention d'assurer notre sécurité au-delà de notre région immédiate. Et pourtant, nous parlons comme si c'est là que notre sécurité devrait se trouver. Et c'est pourquoi nous manquons complètement de crédibilité. Je pense que c'était un professeur de l'Université de Sydney ou l'éditeur international de l'Australian Financial Review qui a dit que l'Australie parle avec une langue fourchue en ce qui concerne la région. Nous avons donc un profond conflit au cœur de notre politique étrangère. Trump rendra cela encore plus prononcé lorsqu'il ira et ne poursuivra pas une sorte de politique étrangère basée sur les valeurs. Il n'y a donc aucune chance que dans un avenir proche, l'Australie se rende soudain compte qu'elle est, en un sens,
la partie la plus méridionale de l'Asie du Sud-Est, s'étendant jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Cela ne se produira probablement pas, cette reconceptualisation. Non, enfin, je veux dire, la visite de la marine chinoise ces derniers jours pourrait aider. Il est clair que la marine chinoise pense que nous sommes la partie sud de l'Asie du Sud-Est, comme vous l'avez dit. Non, je pense que psychologiquement, nous avons toujours eu besoin d'un grand protecteur. Et nous avons eu énormément de chance que les deux puissances dominantes, d'abord la Grande-Bretagne puis les États-Unis, soient des puissances dont nous partageons les valeurs, les institutions et la vision du monde. Comme je l'ai dit dans mon dernier livre, avec la fin du moment unipolaire, l'Australie se trouve dans un véritable monde multipolaire où nous sommes maintenant. Nous avons atteint ce point. Pour l'Australie, c'est un avenir dystopique, car nous devons choisir et prendre des décisions que nous ne voulons vraiment pas prendre. Maintenant, nous avons abandonné la possibilité de l'ambiguïté stratégique. Cela se reproduirait-il? Il faudrait un très grand changement dans l'opinion publique intérieure en Australie pour que nous puissions le faire. Et donc je vois AUKUS, par exemple. Quels que soient ses mérites ou démérites techniques, quelle que soit sa valeur stratégique ou non, je le vois comme une stratégie perdante pour nous en termes de nos affaires étrangères et de notre sécurité. Parce que nous nous sommes complètement engagés dans ce projet. Et cela en dit long à la région que nous ne voyons pas notre sécurité dans la région. Nous voyons notre sécurité depuis la région. D'accord. Je le vois de la même manière, et je pense qu'une reconceptualisation aurait du sens, mais c'est probablement peu probable pour le moment, d'après ce que je comprends. C'était une discussion très perspicace. Alors, ambassadeur Dr. Geoff Raby, si les gens veulent vous suivre ou lire vos écrits, où devraient-ils aller? Eh bien, je suppose que mes livres sont disponibles sur Amazon. Alors cherchez simplement Geoff Raby sur Amazon et trouvez les livres. Et mon email est mon nom, Geoff Raby chez geoffraby.com. Si vous souhaitez en savoir plus et dialoguer avec l'ambassadeur Raby, veuillez lui écrire et lire ses livres. Je vais essayer de mettre les liens dans la description. Ambassadeur Raby, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Avec plaisir. Merci, Cal.